Bien de nouveau, Monsieur le Ministre, chers collègues, chères familles, nous allons réfléchir aujourd'hui sur l'avenir de la pédopsychiatrie. À moyen et à long terme, pour une fois, nous allons prendre le temps de discuter sur des problèmes en profondeur à l'occasion de la journée de la santé mentale de l'enfant, journée mondiale de la santé mentale des enfants et des adolescents. Alors, à l'origine de cette journée, il y a d'abord des données épidémiologiques, avec un phénomène complexe qui se passe depuis le début du XXIe siècle, où l'on observe entre 2000 et 2018 une baisse sensible du taux de suicide chez les jeunes, en particulier chez les adolescents, 40% de baisse du taux de suicide, qui est un succès incroyable, et en parallèle, une détérioration de la souffrance psychique, en particulier des troubles anxio-dépressifs. Et on ne rentrera pas dans le débat de l'interprétation de ce phénomène complexe qu'on retrouve dans la plupart des pays de l'OCDE, à l'exception des États-Unis, où il y a en même temps une dégradation de la souffrance psychique et des taux de suicide chez les adolescents. Ce qui fait d'ailleurs, nous fait craindre que l'on puisse observer en Europe occidentale à retardement ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et au même moment, des rapports du Haut Comité de la Santé publique, de l'IGAS, de la Cour des comptes, qui pointe simultanément une augmentation de la demande de soins en pédopsychiatrie avec une diminution de l'offre du fait d'une baisse de la démographie médicale et paramédicale. Et donc, du coup, une tension entre l'offre et la demande. Et puis arrive là-dessus l'épidémie Covid, avec là aussi un phénomène complexe. Au début, nous avions peur que les enfants et les adolescents aillent très mal, et au début, ils n'allaient pas très mal. Et ça s'est décalé avec le temps. 6 mois après le début de l'épidémie, sont arrivés des troubles du comportement alimentaire, des tentatives de suicide, avec des services d'urgence complètement submergés. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que ça dure, ça continue. Encore aujourd'hui, il y a une surreprésentation de la suicidologie, en tout cas des tentatives de suicide. On n'a pas encore les données de suicidalité avérées, en particulier chez les adolescentes, et nous ne sommes pas tout à fait au fait des interprétations à donner sur ce phénomène épidémiologique. En tout cas, ce que l'on a constaté, c'est une prise de conscience, à partir de 2021, du fait que nous n'arrivions pas collectivement en France à prendre en charge de façon satisfaisante les troubles pédopsychiatriques de nos jeunes. Alors, il y a eu une prise de conscience, mais qu'est-ce qui s'est passé après ? De notre point de vue, nous, soignants, Monsieur le Ministre, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a eu des assises, des concertations, la Commission nationale de psychiatrie, etc., mais avec des réactions et des réponses qui étaient chaque fois ponctuelles. On pourrait appeler ça le syndrome de la rustine, c'est-à-dire « Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas là, on va mettre quelque chose, etc. » Mais en fait, nous, professionnels de terrain, nous avions la conscience que ça n'allait pas de façon systémique. Et qu'en mettant des rustines à droite et à gauche, en fait, ça ne suffirait pas. Et nous avons décidé d'avoir une position de thérapeute par rapport à ce dysfonctionnement systémique, puisque dans notre métier, au quotidien, nous avons affaire à des familles et à des dysfonctionnements systémiques. Et donc, nous avons regardé ce qui se passait dans notre société avec un regard de thérapeute, et nous avons compris que, eh bien, il y a une histoire à propos de la pédopsychiatrie. D'abord, il y a une histoire à propos de la psychiatrie. Il y a une stigmatisation de la psychiatrie, c'est une notoriété publique et c'est vrai dans tous les pays. Et puis, pour la pédopsychiatrie, il y a une particularité, c'est que dans l'imaginaire collectif, le psychiatre s'occupe du fou, donc le pédopsychiatre s'occupe de l'enfant fou, mais l'enfant fou n'existe pas, puisque le fou, c'est celui qui a perdu la raison, et un enfant n'est pas raisonnable. Et donc, il y a cette espèce de peur collective que le pédopsychiatre s'occuperait de choses qui n'existent pas et qu'il donnerait des médicaments à tout le monde, et que ça serait en fait une espèce de perversion sociale. La deuxième explication, elle est là aussi historique, c'est que Claude Quetel, dans l'histoire de la folie, dit que Pinel, au XIXe siècle, fait basculer la folie qui appartenait à la société à la folie qui appartient à la médecine. Pinel, c'est l'annexion de la folie par la médecine, en psychiatrie d'adultes. Mais en pédopsychiatrie, il n'y a jamais eu le même phénomène. Et pendant tout le XXe siècle, et là aussi on le rencontre dans la plupart des pays, il y a une tension entre les différentes professions pour savoir qui est légitime pour s'occuper des enfants en souffrance. Est-ce que c'est le sanitaire? Est-ce que c'est le social? Est-ce que c'est l'éducatif? Est-ce que c'est le juridique?
Est-ce que c'est même la religion dans certains pays? Alors, devant un phénomène aussi complexe, eh bien, nous avons décidé de mener des études scientifiques pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Et ces études se sont déclinées de deux façons. La première, nous avons auditionné des personnalités qualifiées, c'est-à-dire des professionnels ou des familles ayant une certaine valence de santé publique à même de comprendre le système dans lequel nous travaillons. Donc nous en avons écouté, avec Alexandra Rouquette et Pauline Espy, deux collègues, nous avons auditionné 23 professionnels longuement, et nous avons fait une analyse thématique de ces interviews, et nous avons également convié la plupart des corps intermédiaires, c'est-à-dire des syndicats, des sociétés savantes, des associations de familles, de professionnels, etc., pour qu'ils nous donnent leur position sur ce que devrait être la pédopsychiatrie du second quart du XXIe siècle et les progrès qu'il y aurait à accomplir. Ces travaux donc ont été analysés. Nous en avons fait une synthèse, et cette synthèse a été discutée pendant 3 jours par 8 membres du conseil d'administration de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Et donc, en fait, ce dont je vais vous rendre compte là, c'est cette synthèse, cette analyse. Alors, elle consiste en quoi? Ça n'est pas la position de la SFPADA sur ce que devrait être la pédopsychiatrie, c'est la position de professionnels de la pédopsychiatrie à partir des retours de terrain les plus variés possibles sur ce que la société attend de la pédopsychiatrie. Voilà le cadre méthodologique très strict. Alors, il y a 5 thèmes qui ont été abordés. Le premier, la société. Le second, les savoirs. Le soin, les soignants, le système de soins. Premier point, la société. À l'évidence, notre société vit des changements colossaux, en particulier pour nos jeunes. Si je prononce les mots éco-anxiété, transidentité, TikTok, eh bien, il y a 10 ans, ça n'existait quasiment pas. Alors que nos adolescents, au quotidien, vivent dans cette ambiance. Alors, pour les adolescents, mais pour les soignants aussi, l'autisme aujourd'hui, est-ce une maladie, un trouble, un handicap, une identité? Nous pourrions passer une journée entière pour discuter de ce sujet. Et ça, cela relève d'un changement de société, et c'est une particularité de la pédopsychiatrie. En hémato-oncologie, il n'y a pas d'intrication entre la conceptualisation des troubles et la société. En pédopsychiatrie, c'est le cas. Et donc, effectivement, bien entendu, ça complique notre travail. Donc, la société change, les savoirs également sont plus compliqués. Pourquoi? Parce que nécessairement, le savoir de la pédopsychiatrie est un savoir multidisciplinaire. Et ça, il y a eu un consensus à partir de tous les entretiens que nous avons réalisés. Pourquoi? À cause de la néoténie, c'est-à-dire que l'enfant naît prématuré, le petit humain naît prématuré, donc son cerveau continue à se développer ex utero, dans sa famille, dans une école, dans une culture, parfois avec une religion, et tout est intriqué, tout est en interaction, et donc il y a une extraordinaire complexité et richesse qui fait qu'un enfant se développe et se transforme en un sujet pensant. Alors, dans nos entretiens, à propos des savoirs, sont revenus, et nous aurions préféré que ces thèmes n'arrivent pas, mais c'est l'intérêt de ce type d'approche méthodologique, les mots psychanalyse et les mots neurosciences sont arrivés, et donc il faut en discuter. Alors oui, bien entendu, un enfant a un cerveau en développement. Les neurosciences, qui sont une discipline qui ont connu des progrès considérables dans les 20 et 30 dernières années, sont incontournables pour comprendre le développement du cerveau d'un enfant. Et bien entendu que les neurosciences ont une place en pédopsychiatrie et dans la formation des pédopsychiatres et des disciplines associées. Bien entendu. Mais bien entendu également, les neurosciences ne permettent pas d'expliquer pourquoi croire en un Dieu protège du suicide et des addictions, ce qui est une réalité épidémiologique. Et donc on a besoin d'autres disciplines scientifiques pour expliquer ce qui se passe dans le fonctionnement psychique humain. C'est du bon sens. Et il se trouve que la psychanalyse, qui n'est peut-être pas une discipline scientifique, ça se discute, est un outil qui permet d'aider les soignants à se représenter la souffrance psychique des jeunes et des familles qu'ils ont en face d'eux. Et rien que pour ça, la psychanalyse a une place dans le soin pédopsychiatrique. Et il faut être capable de le dire sans dramatiser. Nous avons besoin de plusieurs sources de savoir. Les neurosciences en font partie, la psychanalyse également. Et cela implique que
dans la formation des professionnels au contact des enfants en lien avec la souffrance psychique, eh bien, il faut cette pluralité d'approches scientifiques. Alors, il y a la question de l'evidence-based medicine, bien entendu, qui est centrale, et là, j'en arrive aux soins. Là aussi, tout le monde est d'accord, le soin pédopsychiatrique est pluridisciplinaire. Et il doit être efficient, bien entendu, c'est-à-dire efficace et soutenable financièrement. Efficace, ça veut dire validé à partir d'études scientifiques, statistiques, comme des essais randomisés. Et oui, sauf que c'est plus compliqué que ça, c'est que aujourd'hui, ce qui construit l'evidence-based medicine, le rationnel qu'il y a derrière est issu de l'évaluation du médicament, dont les études sont financées par les industries pharmaceutiques. Je rappelle qu'un essai pour évaluer un médicament dans une indication peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros pour les nouveaux antiagréants plaquettaires. Or, les soins de première intention en pédopsychiatrie ne sont pas pharmacologiques. Ils sont humains, ils sont psychothérapeutiques en particulier ou de rééducation. Et il n'y a pas du tout la même source de financement pour évaluer ces soins. Donc nous sommes amenés à utiliser des soins qui sont mal évalués, dont on va nous dire « mais vous utilisez des soins qui sont mal évalués », mais à ce moment-là, nous sommes contraints d'utiliser des médicaments et la société va nous reprocher d'utiliser des médicaments en nous demandant d'utiliser que des soins qui sont évalués correctement. Donc il y a une espèce d'injonction paradoxale qui n'est pas tenable. Et je renvoie à l'excellent rapport de l'Académie de médecine qui vient de sortir sur la place de l'irrationalité dans le soin, qui pointe bien le fait qu'il y a aussi en médecine aujourd'hui une pseudo-rationalité à avoir des soins qui sont efficaces sur des bases épistémiques qui ne sont pas compatibles avec leur nature. Alors il faut que le soin soit également soutenable, c'est-à-dire financièrement acceptable. Et donc, on en revient à un mot-clé qui a été prononcé, celui de densité de soins. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de sévérité du patient, on doit adopter le volume de soins à proposer, en particulier le volume de soins psychothérapeutiques. Il faut évaluer régulièrement l'efficacité des thérapeutiques. Et le pédopsychiatre a ce rôle à jouer. Il suit le patient, il le suit dans une relation thérapeutique, mais il le suit également pour déterminer si la thérapeutique mise en place est efficace ou pas, et pour éventuellement redresser le tir. Le soin doit être transparent. Les familles nous le demandent. Ça peut paraître une évidence, mais effectivement, un soin qui n'est pas médicamenteux peut paraître étrange. Et nous avons à expliciter aux familles en quoi consistent les soins que nous proposons. Il y a de la place pour l'innovation dans le soin en pédopsychiatrie, la e-santé mentale, effectivement, pour les troubles légers à modérés, pour la prévention, pour le dépistage de masse, des applications sur smartphone ne seront pas une révolution, mais pourront aider à avoir un système de soins efficient. La clinique indirecte, c'est-à-dire utiliser les vidéoconférences pour pouvoir qu'un expert en pédopsychiatrie puisse conseiller une équipe à distance. Et puis, bien entendu, l'inclusion des familles dans le soin. On nous reproche régulièrement que les familles ne sont pas incluses. Nous acceptons ce reproche. Il faut que ça change. Il faut aussi remarquer que quand nous auditionnons les juges pour enfants ou l'aide sociale à l'enfance, on nous dit aussi que parfois les parents sont à l'origine des problèmes. Et donc il faut comprendre la tension qu'il y a en pédopsychiatrie entre un parent qui est le nécessaire acteur du soin et parfois le parent que l'on doit mettre à l'écart pour protéger l'enfant. Et la différence entre les deux n'est pas toujours aussi simple que ça. En tout cas, oui, il faut inclure les familles dans le soin. Oui, la notion de parent, père aidant est une notion pertinente, et même d'adolescent aidant dans le soin est une notion pertinente à développer parce que ça sera efficace et coût-efficace. Alors, en ce qui concerne les soignants, qui fait quoi? Quel est le métier de pédopsychiatre? Quelle est sa tâche? Alors, ce que nous avons entendu, on nous a rappelé qu'un pédopsychiatre est un médecin. Et s'il est un médecin, il doit conserver son expertise dans le soin somatique. C'est ce qu'attend la société et nous pensons que la société a raison. Et c'est vrai que parfois, un jeune pédopsychiatre qui découvre un univers complètement différent après ses études de médecine peut avoir la tendance d'oublier la partie somatique de son travail. La société veut le contraire et nous partageons ce point de vue. Le pédopsychiatre doit faire des diagnostics. Parce qu'effectivement, en France en particulier, c'est une prérogative médicale, le diagnostic. Les familles attendent des diagnostics parce que ça permet de mettre du sens sur la souffrance de leur enfant. Alors,
nous sommes d'accord avec cette position. Nous devons aussi rappeler que le diagnostic en médecine est un concept qui n'est pas si simple que ça, et que le diagnostic pédopsychiatrique est encore plus complexe parce que l'enfant est en développement et parce que tout peut changer. Et or, le mot, lui, ne change pas. Quand on fait un diagnostic d'autisme à 2 ou 3 ans, il faut faire attention à ce que l'on dit, même si c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que 20% des enfants qui reçoivent un diagnostic d'autisme vers 2 ou 3 ans, eh bien 10 ans après, n'auront plus le même diagnostic et n'auront plus de diagnostic du tout. C'est ce qu'on appelle l'optimal outcome. Et donc, nous devons aussi à la fois poser des diagnostics et aider les familles à les déconstruire. Et donc, oui, le diagnostic est indispensable, mais ça n'est pas si simple que ça. Alors, on nous a dit aussi, et ça nous a étonné, que le pédopsychiatre était une figure d'autorité. Alors, aujourd'hui, le mot autorité est un peu compliqué, surtout quand il est prononcé par un médecin, surtout un professeur de médecine, mais c'est la réalité. Alors, pourquoi on nous dit ça ? Parce que vous êtes des experts. Et nous devons constater que c'est vrai. Après 11 ans d'études, effectivement, la société est en droit d'attendre que nous soyons des experts dans notre discipline. Alors on dit, il faut que vous coordonniez. Alors ça, c'est une spécificité un peu française. La société attend de nous que nous coordonnions les soins, alors que dans d'autres pays, ça n'est pas forcément le cas. Il y a en Amérique du Nord des services de pédopsychiatrie qui sont dirigés par des psychologues ou des travailleurs sociaux. Et donc ça aussi, ça doit nous engager à réfléchir sur notre place. Peut-être que nous devons coordonner, peut-être que non. Et c'est à tous ensemble à y réfléchir. Alors le pédopsychiatre doit aussi représenter et doit être responsable du soin, avec une valence éthique, c'est-à-dire que le soin que nous proposons, nous en sommes responsables devant la société. Et donc il nous faut, si nous voulons être responsables, une certaine marge de liberté dans l'exercice de nos choix. Alors, est-ce que le pédopsychiatre doit être psychothérapeute ? Cette question très intéressante traverse la pédopsychiatrie à l'échelon international. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'un pédopsychiatre ne peut pas exercer que la psychothérapie, ça n'est pas co-efficace. Si à ce moment-là, il y a des listes d'attente qui ne se termineront jamais, le pédopsychiatre doit accueillir des patients en consultation pour faire des diagnostics et proposer des prises en charge. Bien entendu que c'est le cœur de son métier, ça et coordonner une équipe. Mais le pédopsychiatre a besoin d'être formé à la psychothérapie pour pouvoir comprendre en profondeur les processus psychopathologiques qu'il a en face de lui et pour pouvoir, 1 à 2 demi-journées par semaine, retrouver le temps long des prises en charge qui vont l'aider à construire du sens autour de sa pratique. Et le sens chez les soignants, nous y reviendrons, est quelque chose de très important. Alors le psychologue a une place incontournable dans le système de soins pédopsychiatriques. Tout le monde est d'accord là-dessus. Beaucoup ont regretté le caractère un peu hétérogène des formations en pédopsychiatrie, c'est un lapsus, en psychologie, avec néanmoins des pistes intéressantes. Et d'ailleurs, j'ai reçu hier un courrier de la Société française de psychologie en réaction à notre rapport qui était globalement d'accord pour un doctorat d'exercice en psychologie, donc pour une montée en gamme des psychologues, pour qu'on puisse les intégrer pleinement dans le système de soins pédopsychiatriques, parce que vous savez aujourd'hui que les psychologues à l'hôpital ne sont pas des professionnels de santé. Et ce qui, naturellement, nous en discuterons, mais qui peut poser des problèmes dans l'organisation du système de soins. Alors, orthophonistes, psychomotriciens, infirmiers, etc., aujourd'hui, il y a une universitarisation de ces professions, c'est très bien, il faut que ça continue, il faut que ça s'amplifie, il faut qu'il y ait de la recherche en orthophonie, en psychomotricité, en soins infirmiers, comme ça se fait en Amérique du Nord, par exemple, y compris pour les travailleurs sociaux. Beaucoup ont proposé que la place des infirmiers soit plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des infirmiers de pratique avancée, mais il n'y en aura jamais assez parce que la formation d'un IPA est une formation très exigeante pour des professionnels qui sont déjà installés dans leur vie. Mais imaginez des infirmiers, un peu comme les infirmiers d'anesthésistes, c'est-à-dire après 5 ans d'exercice, avoir 1 année de formation pour pouvoir accueillir des patients un peu plus sévères aux urgences. Ça permettrait de décongestionner le système de soins et d'aider à sa fluidité. Et puis je termine par le système de soins dans son ensemble. Alors, ce qui nous a été dit, c'est que 1, il est incompréhensible, 2, il est saturé. Alors saturé, je pense que c'est une évidence. Incompréhensible, il faut bien reconnaître qu'il nous arrive, même à nous, de ne pas comprendre complètement comment il fonctionne.
Et donc, imaginez ce que c'est que pour un patient, c'est juste complètement incompréhensible. Alors donc, et c'est là que, Monsieur le Ministre, je pense que nous pensons qu'il y a quelque chose à envisager sur le moyen et le long terme, qui est une restructuration du système de soins de santé mentale et de pédopsychiatrie, au-delà des rustines, avec ce qui se passe dans tous les pays, qui est une gradation du système de soins. Donc un soin premier. Alors, quel est le soin premier en pédopsychiatrie? Ça va être ouvert à discussion aujourd'hui. Traditionnellement, le soin premier, c'est la médecine générale, et puis pour les enfants, la médecine scolaire, les infirmiers scolaires. Et là, je rappellerai ici la place très importante de la médecine scolaire pour la pédopsychiatrie et des liens que nous devons avoir avec la médecine scolaire. Donc, un soin premier. Et alors après, nous proposons un niveau 1 bis, qui est un niveau d'accès à un premier soin de santé mentale. Et là, il faut bien différencier aujourd'hui ce qui relève de la santé mentale, c'est-à-dire d'un mal-être dans la vie qui peut arriver et qui autrefois était pris en charge par la famille, par les proches, et qui aujourd'hui, la société demande à ce que ce soit pris en charge par des professionnels. Mais ces professionnels ne doivent pas relever de la pédopsychiatrie. Et ça, nous l'avons entendu, c'est une attente sociétale. Et puis en plus, compte tenu de la démographie médicale, nous ne pourrons jamais accueillir tous les problèmes de santé mentale de la société. Ce n'est ni souhaitable, ni possible. Et donc, un niveau 1 bis, alors les maisons des adolescents, les maisons des familles, les maisons des 1000 premiers jours seraient des lieux de ce type. Et la question se pose, de leur médicalisation ou pas. Et là, il y a un débat. Est-ce qu'un médecin, en particulier un psychiatre, doit être un intervenant pour accueillir des soins de santé mentale en première ligne? Alors, je dirais là aussi, la réponse est oui et non. Et donc, je dirais d'abord non, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire que la santé mentale ne relève pas de questions de psychiatrie. Nous pensons que la société attend ça. Donc non, mais oui. Oui, parce que certains des patients qui vont arriver dans ces structures auront besoin de soins psychiatriques. Et donc, il faut que dans ces structures, il y ait un backup, il y ait une supervision, une intervision, une participation, éventuellement à distance, dans des endroits où ça n'est pas possible de le faire autrement, de pédopsychiatres pour pouvoir gérer les cas les plus difficiles et les amener au niveau 2. Et là, le niveau 2, clairement, c'est le soin spécialisé. Et en France, c'est le secteur de psychiatrie infanto-juvénile. Et là, il faut le dire, les pays du monde nous envient le secteur de psychiatrie infanto-juvénile. Pourquoi? Parce que quel est le problème numéro 1 pour la pédopsychiatrie dans la plupart des pays? C'est l'égalité d'accès aux soins. Et ça a été dit par Thomas Insel, le directeur du National Institute of Mental Health, dans un livre qu'il a publié il y a 1 an et demi. Et sectoriser et faire que pour 45 000 jeunes Français, il y a un CMP et des structures autour pour accueillir, ça garantit une égalité d'accès aux soins. Et je suis sûr que nous serons tous d'accord ici pour considérer que ça doit être une priorité. Et donc, le secteur de pédopsychiatrie est bien sûr la clé du niveau 2, du niveau de spécialité, c'est la clé de voûte. Bien sûr, il doit évoluer, comme toute structure de soins. Alors, doit-il se spécialiser en fonction de l'âge? Ça a été considéré comme préférable. Doit-il se spécialiser en fonction des pathologies, de ce que l'on appelle les troubles du neurodéveloppement, du traumatisme, etc. Il n'y a pas de consensus là-dessus, et mon impression est que la réponse serait plutôt non que oui, mais c'est à discuter. Alors, bien sûr, après, il y a un niveau 3, les centres experts, les CHU. Alors, bien entendu, comme dans toutes les spécialités médicales, il existe des patients complexes, avec des pathologies extrêmement sévères, qui nécessitent un soin surspécialisé, mais pas plus. Et l'idée que des centres experts pourraient comprendre toute la psychopathologie et indiquer à des soignants qui seraient en dessous comment gérer les patients au quotidien, ça n'a pas de sens et il y a un consensus parmi les professionnels pour affirmer cela. Alors après, il y a les urgences, les crises. Oui, effectivement, il faut des services d'urgence et de crise, en particulier pour que les professionnels de terrain sachent que si leur patient va plus mal, il y aura un endroit où les accueillir. Mais si le système de soins en lui-même va mieux, alors il y aura moins besoin d'unités d'urgence et de crise qui sont quand même des structures de soins extrêmement exigeantes pour les soignants. Là, les verts, c'est-à-dire les équipes mobiles, sont intégrées dans le système de soins, pensées localement, c'est-à-dire que dans le Cantal et dans le 6e arrondissement de Paris, eh bien, on ne peut pas
conceptualiser un soin de pédopsychiatrie de la même façon. C'est juste du bon sens. Gérer le temps. Aujourd'hui, beaucoup de soignants en pédopsychiatrie ne rentabilisent pas assez leur temps. Y a-t-il trop de réunions, pas assez de réunions, ou de mauvaises réunions, etc. Et nous devons réfléchir à cette économie de temps. Et puis je conclurai juste sur l'épanouissement des soignants. Parce que un soin, en particulier en pédopsychiatrie, c'est systémique. Le soignant n'est pas un prestataire de service substituable par rapport à un client à qui il propose un soin. Le soin, c'est un système et le soigné n'ira bien que si le soignant va bien. Ça rendra les métiers attractifs et vous savez qu'il y a des questions d'attractivité. Et si l'on considère que le soignant est un prestataire de service, eh bien, il va attendre une rémunération à la hauteur du service qu'il rend et ça ne sera pas soutenable financièrement. Il faut que les soins soient acceptables à minima. Nous travaillons déjà en soins dégradés. Nous tous. Il ne faut pas que ces soins deviennent tellement dégradés qu'ils soient inacceptables pour les soignants. À ce moment-là, ils quittent le système de soins. Et donc, il y a un minimum de soins à pouvoir proposer à nos adolescents qui arrivent pour tentative de suicide aux urgences. Et puis, je terminerai sur la liberté de penser. Nous travaillons avec la vie psychique de nos enfants et des familles. C'est compliqué de penser la vie psychique de son semblable. Personne n'a de vérité là-dedans. Il faut que chaque soignant puisse avoir une marge de liberté pour penser autrui. Je vous remercie pour votre attention.